Bonjour à tous, nous sommes au Salon international de l'agriculture, ici au Parc des Expositions, porte de Versailles. Alors, ça n'a aucun rapport, mais d'ailleurs, derrière, vous voyez la tour triangle. Pedro, qui est derrière la caméra et qui vous salue tous, avait fait un très bon petit documentaire sur les carabistouilles et les combines liées à cette tour triangle. Ça me permet de rappeler que nous aurons bientôt une série d'émissions sur la corruption que Pedro animera. Mais notre sujet principal, et c'est la raison pour laquelle on est ici cette semaine, pour vous, c'est pour faire un reportage sur ce salon d'agriculture et surtout l'état de l'agriculture française et nos agriculteurs. Alors, c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est sympa, c'est agréable, il y a plein de petits producteurs, on découvre des métiers qu'on ne connaît pas très bien, d'excellents produits, mais c'est peut-être une façade qui cache un monde, et même très sûrement une façade qui cache un monde agricole en très très grande difficulté et le sabordement par la Commission européenne de la souveraineté agricole de la France. Alors, la question centrale reste ici la rémunération de l'agriculteur, comme nous en parle souvent Philippe Grégoire, qu'on salue bien entendu, et comme il le dit lui-même, souvent, sur 100 € que nous faisons d'achat dans des commerces, seulement 6,5 € vont dans la poche des agriculteurs, c'est-à-dire la proportion la plus ténue. Avant, c'est l'agro-business, les coopératives et la grande distribution qui s'en mettent, comme disaient trois célèbres inconnus, plein les fouilles. Et c'est bien là le problème. L'année dernière, ici, avait été le théâtre de la crise agricole qui avait secoué tout le pays, du retournement des panneaux jusqu'aux problèmes encourus par le président Emmanuel Macron qui était bloqué dans le bâtiment 4 de ce salon. Et le problème de la crise agricole, eh bien, c'était principalement celui-là, c'est la non-rémunération de nos agriculteurs. Il faut savoir que le taux de pauvreté chez les agriculteurs est de 16,2%, supérieur à la moyenne nationale qui est déjà terrible de 14,4%. Mais c'est pire encore quand l'agriculteur est seul, célibataire. 33% de nos agriculteurs célibataires, 1 sur 3, est pauvre dans le pays qui a construit sa richesse sur l'agriculture. Alors la rémunération est mauvaise et en plus, les agriculteurs sont surendettés. C'est 250 000 € en moyenne d'endettement par exploitation, plus de 400 000 € chez les éleveurs qui sont les agriculteurs les plus en difficulté. On le sait, il y a énormément de dépression, de désespoir pour des gens qui travaillent beaucoup, car l'agriculture demande, c'est un métier passion, mais c'est un métier aussi qui demande énormément d'investissement en temps, en énergie. C'est quasiment du 365 jours sur 365. Et pourtant, la rémunération ne suit pas, d'où beaucoup de dépression et des suicides. Malheureusement, 2 par jour dans le monde agricole. Alors, les reproches qui sont faits ici quand on parle avec les agriculteurs, quand ils ne sont pas juste dans la démonstration de leur savoir-faire ou l'exposition de leurs produits, eh bien, c'est qu'ils sont prisonniers des coopératives et de l'agro-business au fonctionnement très opaque. Ils ne comprennent pas très bien comment ça marche. Et on a effectivement 6 centrales d'achat qui achètent à 30 multinationales, qui elles-mêmes coopèrent avec un peu moins de 18 000 industriels, 2300 coopératives et coopératives et industrielles qui, elles, fixent les prix à 370 000 exploitations agricoles. Car oui, et c'est ça l'immense problème dans le monde agricole, c'est que l'agriculture est le seul domaine économique où les agriculteurs ne fixent pas leur prix. Ce ne sont pas les agriculteurs qui mettent en place des factures, ça leur est à poser. En fait, ils sont les clients des multinationales de l'agro-business et des coopératives. D'ailleurs, la crise du monde agricole a provoqué des changements importants et des tensions dans le monde agricole très très largement tenues par la FNSEA. L'année dernière, la FNSEA, sur 102 chambres d'agriculture, en contrôlait 97
eh bien cette année, après les élections, elle en a perdu 20 au profit de la coordination agricole. Alors la FNSEA domine, mais on sent ici sur le salon une certaine tension, car eh bien, la FNSEA, et en particulier par son président, a montré combien elle ne défendait pas toujours complètement les intérêts des agriculteurs et était largement prise dans les bénéfices et les fonctionnements de l'agro-business. Face à cette crise en fait profonde du monde agricole, encore une fois, malgré la beauté de ce salon et le caractère très sympathique des agriculteurs qui sont ici, eh bien, on ne peut pas dire que nos politiques, et surtout l'Union européenne, aident beaucoup. La Commission européenne, présidée par Madame von der Leyen, semble déterminée à détruire le secteur agricole en suivant un modèle néolibéral, libre-échangiste, totalement obsolète. Comment? Eh bien, par les traités de libre-échange. Plus d'une dizaine négociés récemment. On pense à celui avec la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, le Mercosur qui a été ratifié et qui commence à être mis en application, mais qui avait déjà commencé à être mis en œuvre avant même que d'être ratifié. Et très récemment, un accord signé avec le Chili le 1er février 2025, ce mois où s'est tenu le salon de l'agriculture, avec l'autorisation de délivrer 40 000 tonnes de volailles sur l'Union européenne. En échange de quoi? Eh bien, en échange d'un accès préférentiel au lithium, dont le Chili est le deuxième producteur mondial. Et la Commission européenne a accepté de fermer un peu les yeux, et beaucoup même les yeux, sur la manière dont ces poulets sont produits. Entre autres, ils sont engraissés, croissent plus vite grâce aux antibiotiques que n'ont pas le droit d'utiliser nos agriculteurs. En ce moment même, la Commission européenne négocie de nouveaux traités de libre-échange avec la Thaïlande, avec la Malaisie, et ça va concerner le thon, le maïs, à nouveau les volailles, mais aussi la production bovine. Production bovine avec un accord de libre-échange négocié avec l'Australie. Là, on entend bien les basses-cours. Hein. Donc, négocié avec l'Australie qui a des feedlots où des milliers de bovins sont engraissés de manière industrielle, cassant totalement les prix, et qui sera un nouveau ravage pour nos éleveurs en France. C'est un sabordage en cours de l'agriculture, et l'Élysée et Matignon n'aident pas beaucoup à sauver nos agriculteurs qui s'enfoncent. Il y a de moins en moins d'exploitations agricoles, elles le vivent de moins en moins bien. D'ailleurs, une étude de la Commission européenne l'année dernière a montré, elle est restée assez discrète, qu'en 2030, l'UE importera 32% de production agricole et en exportera 6,6%, accroissant le déficit commercial évidemment de l'ensemble de l'Union européenne. Pire, pour les bovins, ça sera 50%. Dans 5 ans, 50% de la production agricole, dans 5 ans, 50% de la production des bovins viendra d'Australie. Tout ça pourquoi? Pour sauver le modèle industriel obsolète, libre-échangiste, en particulier allemand, qui, on le voit, s'effondre parce que le choix qui a été fait ne correspond pas au monde dans lequel on est. Donc, plutôt que de réformer un système obsolète, la Commission européenne continue à gagner un peu de temps, mais la chute n'en sera que plus difficile, tant pour l'agriculture que pour l'industrie et l'énergie en Europe. Donc voilà, tableau un peu sombre de la réalité, mais on va vous faire visiter ce salon de l'agriculture. On va aller voir quelques stands, et puis surtout, on va s'intéresser à ces agriculteurs qui ont trouvé des solutions pour contourner tout l'agro-business, pour contourner les coopératives, et qui produisent et aussi commercialisent. On a deux exemples intéressants, vous allez voir. Nous allons aller voir les producteurs d'une ferme basque qui font de l'excellente charcuterie, et également des producteurs de courges de Centre Val de Loire. Vous allez voir, c'est intéressant comment eux trouvent les solutions
pour vivre de leur métier, pour se rémunérer et pour vous faire des bons produits. Allez, on y va. Bon, bonjour, Bonjour. on est à la ferme. Elisaldia, ça veut dire à côté de l'église. Ah, c'est joli, c'est à côté de l'église. Voilà. Nous avons au centre du village. Voilà, vous avez remis l'église au centre du village. Voilà. Bon, on a vu votre étal magnifique là de superbe charcuterie, donc c'est votre spécialité. C'est ma spécialité. On élève les cochons. On a un petit atelier de transformation et on fait les marchés. On fait aussi on a des petits points de vente. Et dans les petits points de vente qu'on a créés au Pays Basque, on vend aussi des produits de d'autres producteurs. D'accord. Voilà, Donc c'est vraiment le terroir basque. c'est basque. Alors il y a quelque chose de spécial dans la charcuterie basque ou qu'est-ce qui fait que c'est basque? D'abord, notre spécialité, c'est la salaison. Bon, on prépare tout le cochon, on fait tout ce qui est salaison, mais conserve, du frais. Le frais, on n'en a pas là, on le vend plutôt sur place. Mais là, je vais vous parler un peu plus du jambon de Bayonne, d'autant plus qu'on a eu la médaille d'or il y a 3 jours. Ah, vous avez. Bon, ben, félicitations. Merci. On a eu la médaille d'or, on a eu une médaille de bronze sur le saucisson et aussi sur le pâté. Donc c'est vous le meilleur jambon de Bayonne. Cette année. Cette année. Cette année, mais bon, voilà, on n'a pas le monopole de la gastronomie. Hein. Voilà, bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça montre une excellence quand même. Oui, l'an dernier, on en avait eu 5. On fait un autre jambon un peu supérieur qui est fait avec des porcs du Roc. C'est des porcs qui ont une viande un peu plus persillée. Et c'est ma fille qui avait fait son mémoire sur ce produit-là qu'elle a créé pendant ses études. Et l'an dernier, on avait eu la médaille d'or sur l'autre. Et le bronze sur le Bayonne. Alors voilà. Alors avec de tels succès, je suppose qu'il y a des jeunes qui viennent travailler avec vous. C'est pas en déshérence. Moi, je suis à la retraite. Ils m'ont laissé une petite mi-temps thérapeutique pour continuer, pour faire la passation. Et je m'occupe un peu plus des élevages maintenant. Et j'ai mes 3 enfants qui ont repris la ferme et avec toute l'activité. Voilà. Félicitations. Merci. Et l'élevage, l'agriculture se porte bien dans le Pays Basque? Ou il y a des difficultés aussi là-bas? Le Pays Basque, ce sont des très très petites structures. Oui. Ce qui est différent de quand j'ai débuté. Aujourd'hui, vous avez la moitié des jeunes qui s'installent. Ils s'installent avec de la transformation. Chez nous, il y a beaucoup de lait de brebis, des brebis laitières, des vaches. Alors, il y en a qui font du canard, des fromages de brebis, du cochon, du bœuf qui transforment. Ça, c'est la nouvelle tendance de la vente directe. Si on veut vivre dans nos petites structures, on est obligé d'aller chercher une plus-value
au-delà de la prairie, quoi, au-delà de vous approcher des consommateurs. Voilà. Oui, pour avoir une marge. Pour avoir une marge et pour pouvoir en vivre. Souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gains par rapport au travail considérable qui est fait par les agriculteurs. Voilà. Ouais. Voilà. Après, c'est quelque chose que nos très anciens connaissaient. Ils savaient vendre les produits et les coopératives existaient moins. Et donc, ils assuraient la vente. Moi, mon grand-père, il m'a appris ça. Et mon père était plutôt quelqu'un qui livrait à la coopérative. À la grande coopérative. Et on est en train de se re-accaparer l'aspect. Et puis bon, quand vous faites des bonnes choses ou pas, le client vous le dit et vous avez une proximité du consommateur, est quelque chose qui vous motive aussi et qui vous donne une certaine reconnaissance dans le métier que vous faites avec. Donc c'est la relation directe. C'est la relation directe. Pour vous, la solution pour être mieux rémunéré, c'est d'aller directement au consommateur. Pour nous, oui, dans nos structures, toute petite structure, si on veut qu'il y ait une pérennité, nous, on ne peut pas acheter toujours le voisin. Il faut avoir une plus-value autre que ce que les peu de surface peuvent nous donner. Félicitations, bravo. Merci monsieur. Et puis bon salon alors. Merci. Qui est bien parti. Ouais. Mais oui, je disais qu'on vient de vos collègues là-bas, les Basques et les Aldiens. Oui. Et en fait, on les connaît via le Paris Fermier. Le Paris Fermier, c'est une association de producteurs. Et c'est que des producteurs agriculteurs et qui transforment leur propre production chez eux. Et c'est une association, donc on est 130 ou 140 agriculteurs, producteurs, transformateurs. Et on se déplace en région parisienne une dizaine de fois dans l'année pour faire des marchés. Donc, il y en a un à rue Saint-Charles dans le 15e. Ouais. Il y en a un à Rambouillet, à la Bergerie nationale de Rambouillet. C'est toujours le week-end du 8 mai et le week-end du 11 novembre. On fait aussi un marché de Noël à Vanves. Il y en a aussi à Villecrène. Et puis, je crois que j'en oublie un, mais en gros, on en fait une dizaine. En gros, il y a 2 dates par situation géographique. Et c'est super parce que tous les agriculteurs se déplacent pour vendre auprès des particuliers. Et on a le temps de discuter avec nos clients finaux, leur expliquer pourquoi on fait ça, comment on le fait. Et du coup, c'est hyper agréable. Parce que c'est ça aussi, une des solutions, peut-être la solution pour les agriculteurs, parce que beaucoup se plaignent du fait marché. qu'ils travaillent beaucoup. Oui. Et que parfois, dans certaines filières, ils ne contrôlent même pas leurs factures. Ils ne sont pas rémunérés à la juste valeur de leur travail. Exactement. Par rapport au... Votre solution, c'est la vente directe et puis de contrôler tout le processus de la... Exactement. Alors, on peut pas faire tout ça comme nous, on fait de la vente directe, de la transformation chez nous, sur toute notre production. C'est-à-dire que le blé, on peut le faire, mais on a des collègues qui font déjà des pâtes, donc on va pas aller sur leur terrain. Ouais. Clairement, c'est pas intéressant. On peut tout transformer nous-mêmes, mais c'est pas l'intérêt. Nous, on s'est sectorisé sur la graine de courge, en effet. Comme ça, on gère tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on achète les semences, parce que c'est une semence hybride, donc on peut pas garder encore nos graines de courge pour replanter l'année d'après. Et pourquoi vous pouvez pas? Parce que c'est une semence qui est déjà hybride. Et du coup, ça ferait des courges très bizarres et pas avec les graines qu'on souhaiterait. Ah, d'accord. Donc bon, ça, c'est juste la première charge. Après, en revanche, on gère la partie irrigation nous-mêmes. On gère la transformation nous-mêmes, puisqu'on a notre propre labo avec nos propres marchés, notre propre hangar. Et on gère notre commercialisation. Donc, on choisit nos clients. On choisit les marchés que l'on fait pour être en direct agriculteur et direct particulier, consommateur. Et c'est vraiment là du champ à l'assiette. Après, évidemment, on travaille avec 150 boutiques. Et encore une fois, là, on les sélectionne. Magasins de producteurs, épicerie fine, c'est-à-dire qu'on va les rencontrer, on va discuter avec eux. Ils viennent nous voir à la ferme. Du coup, ils savent qui on est, comment on travaille. Et vu qu'on n'est que 3 dans l'entreprise, mon mari, notre apprenti et moi,
Ben voilà, c'est quelque chose qui est encore artisanal, familial. Et c'est super de vendre notre produit en direct. Et c'est comme ça on gère plus notre marge. Il n'y a pas de marché encore mondial sur la graine de courge parce que nos concurrents sont surtout d'Europe de l'Est et de Chine. Donc, il y a un cours, mais c'est sur des très, très gros volumes. Vu que nous, on transforme toute notre production, on est un petit peu extérieur à ça. En tout cas, on s'était rencontrés il y a quelques temps en marge d'une chasse. Oui. Et tu m'avais fait goûter ça. C'est la graine de courge au curry. C'est moi qui fais le placement de produit. C'est une tuerie. Vraiment, pour les apéros, c'est juste absolument extraordinaire. Et donc, ça vient de cette bête-là. Je vais chercher la courge. On va chercher la courge. Hop là. Donc, cette courge-là, C'est un petit Halloween. c'est à peu près. Alors, elle est très, très dure à découper. Nous, on le fait avec les enfants parce que, évidemment, on a nos courges, donc on va bien en acheter. Elle est très, très dure. Elle a une peau assez dure, ce qui lui permet de rester très facilement dans un champ hors grêle, évidemment. Ouais. Lorsque c'est grêlé, c'est très compliqué. Mais si c'est pas grêlé, elle peut rester dans le champ pendant 2 mois, même si elle est mûre, sans avoir de problématique au niveau de la météo. Donc ça, c'est cool. Et donc ça, c'est la Beppo Pepo. C'est une courge qu'on cultive que pour les graines. En fait, On la mange pas. on ne la mange pas. Sinon, on tombe malade. Non, pas Non, spécialement. c'est pas bon. Mais voilà, elle a aucun goût. D'accord. C'est vraiment une courge qui a une particularité d'avoir des graines comme celle-ci. Des graines brutes et qui n'ont pas de coque. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que contrairement à un potimarron où on a une coque blanche, on est obligé de décortiquer. Bon, nous, on s'amuse pas à faire ça, clairement. Eh bien là, elle est consommable directement. Alors évidemment, elle est lavée et séchée. Mais cette courge-là fait des graines très grosses, très protéinées. Oui, parce que la courge, c'est excellent pour la santé. Exactement, ouais. Plein de protéines. Protéines, zinc, manganèse, magnésium. Les amis végétariens, véganes, tous ceux qui se... En fait, voilà, c'est une alternative aux protéines animales, exactement. C'est ce qui est recherché aujourd'hui, mais c'est recherché aussi sur une diversification d'alimentation. Au-delà d'être vegan ou végétarien, c'est simplement manger de tout le temps. Un petit peu, mais un Moi, peu je de fais des tout. salades, j'en mets tout le temps. De la courge brute. La graine de courge brute, elle se mange aussi bien le matin en petit déjeuner. Mais comme ça, quand on a une petite faim, parce qu'il y a un petit arrière-goût d'amande, Ouais. c'est assez sympa. C'est rassasiant. On prend une poignée, et ça nous fait comme une poignée d'amandes, par exemple. Mais ça nous rassasie pour quelques heures, et c'est assez agréable. Et là, pour toutes les heures, parce que là, Alors oui, la curry, c'est pour exactement. l'apéro. Puis il y a les chocolat noir caramélisé. Voilà, on a le développé café. ça, exactement. Pour le café, on a développé ça pour plaire déjà à beaucoup de monde, qu'on soit sucré ou salé, et surtout pour n'importe quel moment de la journée. Donc on a des bruts torréfiés donc passés au four sans sucre, sans sel. Après, on a fait des salés pour l'apéro ou des salades. Au curry dont vous parliez tout à l'heure, je spécifie vraiment le fait qu'on travaille avec des fournisseurs français. Donc le curry, c'est un curry français. C'est un mélange d'épices. Il n'y a pas de cumin. Donc il y a une dizaine d'épices dedans. Je prends un exemple, on a du réfort, fenugrec, on a du sel. Et après, on a sur la partie sucrée, on a caramélisé. Donc c'est caramélisé avec du sucre de betterave. Et après, c'est du chocolat. Et le chocolat, on l'achète avec une association de producteurs au Cameroun. Donc, c'est fait de façon éthique. Et les agriculteurs du Cameroun sont rémunérés à leur juste valeur. Ah, c'est génial. Voilà. Donc, c'est une partie sociétale aussi qui est très importante pour nous parce que, certes, on est agriculteurs, transformateurs, mais voilà, toutes les filières, il faut qu'elles soient valorisées à leur juste valeur. Et puis vous avez bien Harry Potter. Oui, moi, je vous Parce cache que pas. ce que vous savez pas, c'est que Valconi est fournisseur officiel de la maison Serpentard. Parce que vous avez une pâte à tartiner qui est vraiment une tuerie. Voilà, c'est ça là. C'est ça. Et c'est une pâte à tartiner verte. C'est génial. Alors ça pourrait effrayer les enfants, sauf ceux qui sont à Serpentard, mais c'est délicieux. C'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est de la graine de courge et de la noisette. Oui, et on a goûté. C'est vraiment... C'est sympa. Et puis là, il n'y a pas les saloperies qu'on a dans certaines autres pâtes à Exactement. tartiner. Et il n'y a surtout pas de chocolat. Et oui, en effet. Chocolat. Non, il n'y a pas de chocolat. Ouais, Eh ben, ouais, vous voyez? Alors, vous savez pourquoi? Non. Parce que la plus grande pâte à tartiner que tout le monde connaît utilise beaucoup de noisettes et d'huile de palme, évidemment. Et c'est la noisette qui fait sortir le chocolat.
Ah, Donc là, vous avez l'impression de manger du chocolat parce qu'on est tellement habitué à manger cette pâte à tartiner là que là, c'est extrêmement drôle. C'est que même si on ferme les yeux, on peut se dire qu'il y a du chocolat. Non. Graines de courge, noisettes, huile de noisette. c'est génial. Voilà. Et on a aussi ça là. Ça, c'est Alors, pas la mal. Barranca. Moi, je fais de la rando. Pour ceux qui font de la rando, là, c'est une barre Alors, c'est une Barranca. C'est une- requinquée en comme Exactement. une marche. Ça marche. Exactement. Voilà, ça prend pas de place. Tous les sportifs adorent. Ah oui. Et on en vend justement beaucoup pour les sportifs ou pour les personnes végétariennes qui n'ont pas trop le temps de manger. C'est une Barranca qui est assez dure, qui se conserve très bien. C'est miel, amandes, noisettes, farine de graines de courge. Pas de conservateur, pas d'additifs, pas de sucre ajouté. C'est vraiment le miel qui fait ça. Vous êtes fan de Tolkien aussi et du Seigneur des Anneaux parce que Alors, ça entre... ressemble au pain de route fait par des elfes. Excellent. Ah ouais, c'est le Exact. pain de route des elfes. Exact. Et oui, bah voilà. En fait, on fait ce qu'on aime et peut-être un peu déduit de ce qu'on a déjà lu. Absolument. Ça, c'est vraiment les sportifs et c'est quelque chose qui va se conserver très bien dans une poche, qui ne fond pas. Et voilà. Et on est super content d'être d'une au Salon de l'Agri, de deux, de vous avoir rencontré. Et on espère que voilà, que ça va plaire à un maximum de personnes. Et surtout, on a une boutique en ligne. Je parlais tout Ah à oui, ce l'heure. que j'avais demandé. Voilà. Voilà, je parlais tout à l'heure des points de vente que l'on a, parce qu'on en a 150 en France. On fait certes 25-26 marchés par an, mais surtout on a une boutique en ligne. C'est valconi.fr. Facile. Voilà, très facile. Et la liste des points de vente est sur notre site. Donc on peut regarder à côté de chez nous, le plus proche, pour pouvoir acheter nos produits et pouvoir les déguster. Et l'association des agriculteurs qui font. Le Paris Fermier. C'est Alors, les 140 agriculteurs. Alors, ça, c'est l'association Paris Fermier. Vous allez sur le site de parisfermier, me-semble.com. Et de toute façon, nous, sur notre site internet valconi.fr, vous avez la liste des prochains Paris Fermiers qui se passent sur le premier semestre 2025. Et le prochain, c'est à Rambouillet. Non, rue Saint-Charles, pardon. Dans le 15e. Je me permets de vérifier pour pas vous dire de bêtises. Et c'est le week-end du 29 et 30 mars. Ah, ben on a des amis rue Saint-Charles. Hein, donc, C'est à l'angle de rue de Javel et rue Saint-Charles. on voit à peu près où c'est. Oui. Ok, très bien. Et donc, comme ça marche bien, si j'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez un apprenti. Oui, on a Antoine. Antoine, notre apprenti, qui est en BTS NDRC. Antoine, viens voir. C'est quoi un BTS NDRC? C'est ça, oui, c'est une formation du coup sur 2 ans en alternance. Moi, je suis sur une semaine sur deux, une semaine au centre de formation et une semaine du coup, en entreprise chez Valconi. En fait, c'est un BTS relations clients et digitalisation. J'ai du commerce et en même temps aussi j'ai une partie digitale où par exemple je peux apprendre à gérer les réseaux sociaux ou des sites internet. Et il anime aussi beaucoup notre réseau. C'est-à-dire qu'il va faire des dégustations chez nos clients. Donc, je laisse faire. Et ça augmente nos ventes. Exact. Ça, souvent, je fais ça le vendredi ou le samedi du coup sur une demi-journée, parfois sur la journée entière. Et c'est vrai que ça fonctionne bien parce que le fait de présenter justement le produit aux clients et de leur faire goûter, ça booste bien les ventes parce que c'est important de connaître le produit en fait pour les consommateurs. Donc, c'est encore la solution d'aller directement au client. Exactement. Ouais. Et si on n'est pas présent, en fait, certes, ils vont pas spécialement nous oublier, mais en tout cas, la graine de courge, quand on dit graine de courge, bah, ça envoie pas trop de rêve. Si on ne connaît pas de base, Justement, c'est quand on s'est rencontrés, ça a Oui. bien marché. J'ai de la graine de courge. mais parce que vous avez dégusté. Ah oui. Et si on ne déguste pas, on peut pas spécialement connaître. Donc, il faut aller vers les gens, il faut être présent. Et au bout d'un moment, avec Rémi, on pouvait pas être tout le temps partout, parce qu'on a aussi 2 enfants. Ah oui. Et du coup, avec Antoine, ça se passe très bien et il fait bien le job. Voilà. À l'heure actuelle, là, j'essaye du coup d'ouvrir des nouveaux points de vente justement, notamment là en ce moment aux alentours d'Orléans, du coup là depuis un mois. C'est important parce que c'est vrai qu'on a fait le salon de la gastronomie et du vin et on a beaucoup de ventes en Eure-et-Loire, ça, mais c'est vrai que dans le département du Lorrain, on avait 45, on en a très pas peu. assez. C'est important. Mais on peut dire que vous n'êtes pas des courges. J'espère pas. Ah non. D'ailleurs, il faudrait peut-être changer ce mot-là parce que voilà. Certes, certes. Curcubitacé, un peu compliqué à dire, un peu C'est compliqué. Donc, en plus, vous faites pas de déchets. Ou pas trop. on essaie de minimiser. En tout cas, sur la courge, on n'a pas de déchets en soi. Les graines, on les réutilise pour pouvoir les transformer, évidemment. Et la pulpe, on la laisse dans le champ
on a une faneuse, c'est-à-dire qui va étaler la pulpe suite à la récolte, et ça va nous servir d'engrais pour la culture suivante. En gros, c'est un compost qu'on va laisser dans le champ, on ne rajoute rien, et le blé qui est semé derrière, puisque la courge était une culture de printemps. C'est-à-dire qu'on sème en mai, on récolte en septembre, octobre, et du coup, juste après les courges, on va semer du blé. Et du coup, la pulpe va nous servir d'engrais pour booster le blé dès son semis. Et du coup, c'est super. Et après, sur la graine, on n'a pas de déchets puisque les graines récoltées, on va les laver, les brosser. Donc, l'eau va pouvoir être réutilisée dans le lavage, mais les graines vont être triées. Les plus petites, on va les garder. Les plus petites vont être pressées pour en faire de l'huile. Le tourteau, suite à la presse de l'huile, c'est-à-dire les déchets de l'huile, on va le moudre et on en fait de la farine naturellement sans gluten que l'on va vendre. Donc, on va valoriser ce déchet-là. Et les plus grosses graines, on va les valoriser en sucré, en salé, etc. Donc, à part les morceaux de peau qu'on va retrouver après le triage, qu'on va pouvoir mettre sous des arbres comme un compost, comme un paillage, pardon. Clairement, on n'a quasiment pas de déchets. Des cartons, on va pouvoir les réutiliser, les cartons de nos sachets. Non, on a vraiment là-dessus, on a vraiment un circuit vertueux, relativement fermé sur notre production. Donc, on est hyper content d'avoir réussi à faire ça et surtout d'utiliser les pseudo-déchets, mais qui sont consommables pour surtout les personnes qui ont des petits soucis de gluten, entre autres. Ah ouais, c'est génial, merci, Voilà. félicitations. Et donc, 29-30 mars, Oui, à rue rue Saint-Charles, à Paris. pour ceux qui sont à Paris, pour les autres qui sont ailleurs, ils sont dans Valconi.fr. balcony.fr. Merci beaucoup. Ah bah, merci beaucoup. C'est très gentil. Eh bien, bonjour monsieur, on est au stand du rhum métis de La Réunion. Et vous faites beaucoup de rhum arrangé, c'est ça? Oui, bonjour. Oui, c'est bien le stand Rhum Métis. Nous fabriquons des rhums arrangés, des crèmes de rhum et du rhum brun et blanc. Donc, nous avons un laboratoire du côté de Nancy où nous importons du rhum de La Réunion. Et mon neveu, Cédric Charlette, fabrique, en fait, fait des créations. Oui, parce qu'on voit là, il y a énormément de... Oui, vous Il y avez... en a pour tous les goûts, comme on dit. Hein. Oui, il y en a pour tous les goûts. À la passion, à l'ananas, à la vanille, au gingembre, au citron vert, un peu de tout. Tout ce qu'on trouve à La Réunion. Et apparemment, vous avez des produits de qualité, parce que vous avez des médailles d'or, des médailles d'argent. Oui, hier, lors du beaucoup de concours produits. général, nous avons été récompensés avec 14 médailles, dont 4 d'or. Félicitations. Merci. Et vous êtes nombreux à travailler dans l'entreprise à la Réunion? À La Réunion, il y a 5 boutiques de vente de rhum et un labo qui se trouve au Tampon. Et quand on n'est pas à La Réunion, comment on se procure les rhums métis? Donc, quand on n'est pas à La Réunion, on se connecte sur le site www.rhum-métis.com et là, on a un panoplie de tous les produits qui sont fabriqués et vous pouvez commander en ligne. Généralement, les frais de port sont offerts. Ah, super. Oui. Et la canne à sucre, j'imagine que c'est celle de la Réunion? Ah oui, c'est fabriqué, en fait, le rhum est fabriqué à partir de la canne à sucre qui est récoltée à La Réunion en usine. Et Cédric Charlette, le patron, va acheter des cubis de 1000 litres ou 500 litres de rhum qu'il ramène à son labo et où il travaille. D'accord. Et l'entreprise existe depuis combien d'années? L'entreprise, au début, a commencé à Nantes. Après, dans les années 2018-2017, par là. Et après, Cédric a eu le mal du pays. Il est rentré à La Réunion où il a commencé en fait à faire grandir son entreprise. Alors, sans qu'il y ait abus de consommation, comme on dit, Oui. quelles sont les vertus du rhum? En quoi c'est bon de boire du rhum? Ben, déjà, ça met un petit coup de fouet. Ça met de bonne humeur? Ça met de bonne humeur. Et puis, c'est un verre, ça entretient l'amitié. Voilà. Je me souviens d'une interview de Compay Segundo. Oui. Il avait 95 ans, il est sur France 2, il demandait mais
Est-ce que vous faites du yoga ou de la gymnastique suédoise pour rester en forme à 95 ans, à faire des concerts? Il disait non. Depuis 9 ans, ma grand-mère m'a appris à boire un petit peu de rhum. Tous les jours, c'est ma médecine. Oui, un petit verre de rhum, comme Jeanne Calment aussi Eh ben faisait. oui. Oui, comme País et Segundo de Buena Vista C'est ça, Social c'est ça, Club. voilà. Oui, je connais très bien, oui. Oui. Bon, et qu'est-ce que vous me conseillerez là? Qu'est-ce À que je goûter. vous conseillerais? Plutôt sucré, fruité, plutôt rhum arrangé ou crème de rhum, Plutôt rhum, moi. plutôt rhum. Donc, dans les rhums, nous avons différentes bouteilles, D'accord. signatures numérotées de 1 à 8. Malheureusement, sur le salon, nous n'en avons que 3 exemplaires. Ça va, il y a Numérotés, assez de bouteilles pour le salon. voilà, numérotés de 1 à 8. Donc, là, sur le salon, nous avons le numéro 1, 3 et 4. Et les numéros correspondent à quoi en fait? En fait, ça correspond à différents parfums, Ah oui. saveurs. Le 1, il est plutôt fruité. Le 3, ce sont des notes de vanille et banane. Et le 4, des notes de caramel, J'essaierai bien le vanille banane. bien sûr. 3. Attendez, vous allez... Il y a Chanel numéro 3 et il y a Chanel numéro 5 et Métis numéro 3. Signature, Signature. signature. Merci. Santé. Allez. Tenez. C'est vraiment excellent. Merci. Ah, ça sent bien la canne à sucre. Remarquable. Hein. Pour ceux qui cherchent du rhum, on conseille le rhum Métis, c'est formidable. Rhum métis sur le site. Bah, très bien. Bientôt, normalement, on devrait ouvrir une boutique du côté de Lyon et essayer de s'implanter sur toutes les grandes villes de France. Bah, félicitations et Merci. puis bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci. Et puis salut à La Réunion. Oui. Qu'on aime Venez beaucoup. à La Réunion, venez nombreux. Non mais écoutez, on est au salon de l'agriculture et là on est un peu surpris parce que on a retrouvé des éléments de l'armée russe. Selon Le Point, les Russes sont tellement en déroute qu'ils utilisent des chameaux et les dromadaires et des ânes. Eh ben, autant qu'ils n'auront pas, hein. Voilà. Allez, bonjour à tous. Alors nous sommes sur le stand de Mayotte. Mayotte, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une allocution bizarre parce que j'ai un fruit du baobab. C'est excellent, c'est très très bon. Et ça se suce. Après, on Délicieux. jette le pépin, là, le grain. Et je suis avec Tamba Hati. Tambaté, Et vous êtes productrice de Mayotte. oui. Je suis un artisan. Je suis la gardienne du patrimoine culturel et traditionnel. Alors, quel est le patrimoine que vous êtes venu montrer ici et défendre? Oui, on est venu spécialement pour le salon de l'agriculture pour montrer nos produits, valoriser l'artisanat mahorais, l'agriculture mahorais et promouvoir la quotidienne, toutes les choses artisanales de Mayotte. Alors, à part le fruit du baobab, qu'est-ce que vous nous proposez ici? Alors, il y a du msinzano, c'est ce que vous me voyez mettre. Ah, c'est ça là, c'est la Oui, poudre. c'est ça. D'accord. C'est ce que j'ai mis là. Ouais, c'est moi là. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un masque de beauté de tous les jours de chez nous. D'accord. Ça protège du soleil, ça fait belle, ça sent bon. Et on l'utilise pendant les mariages, D'accord. pendant toutes les cérémonies chez nous. Et ça s'appelle Le msinzano. Nsinzano. Étonnant, hein? Et puis, vous avez l'huile de coco naturelle D'accord. que j'ai fait moi-même. L'huile de coco avec la cire d'abeille, c'est pour les cheveux. L'huile de coco avec du vétiver, du jasmin, du pandanus, du patchouli. Et ça sent très bon et c'est pour le corps. Il y a aussi le sel de Bandélé, c'est fait par les femmes. Ah, mais c'est fait par les mangroves, la terre du mangrove. Et on le fait filtrer. Et puis on a le sel que vous voyez.
dedans. Ça, c'est le sel pour cuisiner, D'accord. Et qui vient des mangroves. de mangrove, préparé par des dames. Et vous faites partie d'une association de femmes mahoraises, Oui. productrices. Moi, je suis une présidente D'accord. de l'association Uzuri Wamtumche. Ça veut dire la beauté de la femme. Mon but est de sauvegarder la beauté de la femme qui se perd très très vite chez nous là-bas. Par exemple, ça, les masques, il y a un autre masque encore que je ne me suis pas préparée pour vous le présenter là. C'est pas Mais il grave, est dans c'est les intéressant. livres, là. On va les regarder après, oui. Si on trouve les livres là, et moi je fais la cuisine, je fais chambre d'hôte et table d'hôte. Je suis une cuisinière et je cuisine beaucoup chez nous à Mayotte pour les traiteurs, pour les gens qui viennent, pour les mariages et tout et tout. Alors, on a tous suivi ici le terrible ouragan cyclone Chido. Cyclone Chido. Fait Oui, des il a ravages dévasté tout. catastrophiques. Oui, Et pour vous qui faites de l'agriculture, ça a dû être très difficile aussi, non? Est-ce qu'il y a Très, beaucoup de très. destruction? très très difficile. Parce que moi, le peu de choses que j'ai amenées là, c'est ce que j'avais préparé avant Chido. Ah, Mais après Chido, je n'ai pas pu faire autre chose parce qu'on ne voyait rien. On ne voyait rien, on ne voyait rien. Donc, je n'ai pas pu trouver autre chose pour amener après le Chido. et les plantations, les arbres, ils ont été arrachés? Tout est arraché, les arbres, tout est arraché, tout le toit, même chez moi, même le carrelage de ma maison, là où je faisais ma chambre d'hôte, il est parti le carrelage. Donc, on est vraiment triste Oui. à Mayotte et on n'a pas beaucoup de choses, on n'en a pas trouvé beaucoup de choses. Et pour la production agricole, vous pensez qu'il faut combien de temps pour que ça revienne? Ah, il faut beaucoup. Il y a des choses que ça pousse vite, Oui. comme le citronnelle, le moringue, le hanga, les petites arbures là, Oui. ça va vite. Mais Mais pour le coco, c'est le long, coco, ça. le fruit à pain que vous voyez, là, Ça, c'est le fruit du baobab. à pain, Le fruit à pain. Fruit à pain. ça c'est le fruit à pain. Les baobabs, les manguiers, les orangers, les fruitiers, tous les avocats, il n'y a rien chez nous. Je vous Ça, il faut des années, des années. Il faut des années pour que ça. On replante. Sinon, s'il y a qui n'est pas tombé, mais il est froissé comme ça. Donc, il faut attendre que ça donne les feuilles, que ça repousse tout doucement jusqu'à donner où il meurt. Où il meurt. Voilà. Et vous recevez de l'aide du Normalement, du oui. ministère de Normalement, on l'Agriculture. nous a promis des aides. On nous a promis des aides, mais on attend. Bah, j'espère que ça ira. Merci Oui. beaucoup pour la présentation. Oui. Puis on va faire le reste du tour du stand pour voir ce Merci. que raconte votre Marhaba. collègue. Merci. Merci madame. Marhaba, ça veut dire merci. Marahaba. Marhaba. Merci. Bonjour monsieur Bakar Baou. Bonjour On est monsieur. toujours sur le stand de Mayotte. Oui, Et donc tout à fait. vous êtes vous représentez la coopérative Copremaille. Copremaille Voilà. et vous faites beaucoup dans les épices, dans la vanille. C'est ça? D'accord. Donc en fait, la coopérative Copremaille, c'est une toute jeune coopérative qu'on vient d'être créée en décembre. Donc on fait des produits de rente de Mayotte et des épices. Donc ça englobe tout. Donc nous, on a tous ces produits que vous voyez là. Et tout le monde ici a suivi évidemment le terrible cyclone Chido qui vous a touché. Est-ce que la production a été beaucoup affectée, agricole, la vôtre? Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là en décembre on a créé la coopérative. Donc moi je suis le gérant. On a une quinzaine de producteurs. Donc on fait la collecte chez les producteurs et puis après on revend et après on leur donne. Donc effectivement avant Chido déjà c'était pas facile parce que par rapport aux aides publiques, par rapport à tout ça, par rapport à l'accès aux champs, les sites, c'était pas facile déjà. Maintenant avec Chido,
c'est encore très compliqué parce que l'agriculture mahoraise, elle est à terre. Donc là, elle est vraiment à terre. En ce moment, déjà pour accéder au champ, déjà les sentiers, il y a les arbres qui sont tombés. Une fois qu'on est sur le champ, là, c'est encore une autre affaire. Donc, effectivement, là, ce que vous voyez là, c'est la chance qu'on a, c'est parce que c'est la récolte de l'année dernière. Tous les produits qu'on a ici, c'est les récoltes de l'année dernière. Donc, comme vous avez demandé, est-ce que c'est difficile de collecter? On va vraiment sentir l'impact de Chilo, surtout quand on sera ici l'année prochaine. Mais là, il faudra s'adapter par rapport aux produits qu'il y a. Là, je prends par exemple la vanille. Oui. Par exemple, la vanille, c'est une liane qui prend 4 ans pour donner des gousses. Donc là, et puis, dans le champ, il a besoin d'arbres pour avoir un peu, qui est un peu de sombre un peu. Donc tous les arbres, les grands arbres sont tombés sur les lianes. Donc là, c'est quasiment détruit. Donc du coup, là, il faut attendre 4 ans pour recommencer la production. Voilà. Donc la plantation qu'on fera, la liane qu'on plantera aujourd'hui, là, elle va mettre 4 ans pour donner des gousses. Donc là, c'est vraiment, comme vous avez dit, ça va vraiment être compliqué dans l'avenir. Et comment vous envisagez les solutions pour cette transition des 4 ou 5 années qui vont venir avant de revoir une production normale? Donc la transition, on va faire aussi avec le peu de stock qu'il y a, mais ça va vite partir parce qu'il ne va pas y en avoir. Non. Donc là, pendant ces 4 ans-là, il faut avoir aussi des produits de substitution en attendant que ça revienne. Comme par exemple, là, on a donc là le curcuma. Le curcuma, en fait, tout ce qui est produit qui vient de la terre, tout ce qui est racines, donc là, ça reste. Donc, il faut qu'on ait ces produits de substitution. Les racines, les tuberculoses, ça prend tout de suite, ça reprend. Donc là, vraiment, il faut qu'on ait cette substitution. Donc, c'est la réorientation de la production. Voilà, réorienter la production en attendant tout ce qui va prendre longtemps. Les canneliers, par exemple, tous les girofliers sont tous tombés à terre. Donc là, il faut vraiment avoir une substitution en attendant que ça revienne. D'accord. Et vous avez des aides du gouvernement ou est-ce que ça c'est enfin arrivé ou c'est encore en retard? Donc, il y a eu beaucoup de promesses. Oui. Il y a eu beaucoup de promesses de solidarité. Il y a eu beaucoup aussi de dons. Maintenant, ça se met en place. On les attend. On attend les aides. Ce n'est pas encore là, mais on attend. Il faut faire les dossiers. Et c'est ce qui est aussi compliqué par rapport à la génération de nos parents. C'est pour ça qu'on a fait la coopérative, pour les encourager, pour les aider. Parce que les aides qui vont venir, il faut aussi faire les demandes. Donc nous, en tant que coopérative, on sera beaucoup sur ça. Les aides sont annoncées, les dons sont annoncés. Maintenant, on attend. Et puis, il faut faire les demandes pour recevoir les aides pour partir de l'avant. Et les citoyens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire chacun individuellement pour aider ce magnifique territoire qu'est Mayotte? On est tous vraiment malheureux de voir la destruction qu'il y a eu. Chacun individuellement, déjà avoir la pensée, avoir la solidarité, c'est déjà un grand geste. Après, maintenant, c'est vrai, on a besoin de ces aides. On a besoin des aides, que ce soit les aides de la collectivité, les aides de l'État, mais les citoyens aussi, par leurs gestes, tout ce qu'ils peuvent, que ce soit du matériel, que ça soit par exemple tronçonneuse pour couper les arbres qui sont tombés dans les champs ou sur les sentiers. Tout ce que peut, moi en tant que citoyen, je pense qu'en faisant ça ou en donnant ça, ça peut aider Mayotte à avancer. On est preneur. C'est entendu. Merci. Merci monsieur. Tout sera la paysanne d'Agriéthique Cobias équitable. Et ce lundi, les éleveurs de l'Urberie, le collectif de producteurs, étaient présents pour la conférence de presse et annoncer leur engagement en Agriéthique. Alors, je vous pose des questions. Vous répondez en appuyant sur 1, 2 ou 3. Il y a toujours 3 possibilités de répondre dans mes questions. Alors, si vous choisissez la 1, vous appuyez sur la 1, la 2, la 2, et la 3, la 3. Et vous n'oubliez pas de valider avec la petite enveloppe qui est ici. Je vois pas le numéro des stands, ça m'énerve. Bonjour Flavien, vous êtes de l'Office national des forêts. On est sur votre stand, très beau stand, très sympa. Merci Avec beaucoup. beaucoup d'interactions. Puis on a vu, il y a des choses pour
j'ai l'impression un peu pour les enfants, pour qu'ils Exactement. découvrent les forêts. Tout à fait. Dès le plus jeune âge. Et il faut. Alors, on est un pays avec de très très belles forêts. Je crois que c'est un des plus beaux domaines forestiers d'Europe. Entre autres grâce aux agents de l'ONF qui travaillent tous les jours pour le maintenir. Alors, en un mot, quel est l'état de nos forêts en ce moment? Alors les forêts, elles souffrent quand même un petit peu en ce moment, surtout à cause du changement climatique. Lui, il a un impact considérable sur les forêts à l'heure actuelle. Par plusieurs choses. Premièrement, l'été avec les sécheresses estivales, on se retrouve avec des peuplements qui ont un gros manque d'eau. Donc derrière, ça entraîne des dépérissements, des fois même la mort des arbres. Et des fois aussi, des incendies, comme on voit tout à fait, exactement. Donc plus de risques d'incendie aussi. Et aussi à cause d'un petit parasite, on appelle ça un scolite. Un scolite, c'est en gros un petit insecte qui fait la taille d'un grain de riz. Lui, il va percer l'écorce et derrière, il va creuser des galeries pour pouvoir se reproduire. La problématique, c'est qu'en creusant ces galeries, il empêche la sève de l'arbre de monter. Et quand il y en a énormément sur un arbre, ça fait que malheureusement, l'arbre meurt. Et des fois, ça peut être des forêts entières. Donc on a des augmentations de parasites Tout à fait. Forêt. Tout à fait, exactement. Et l'état général de la forêt, est-ce qu'on a plus de forêts ou moins de forêts qu'il y a 10 ans? Chaque année, la forêt augmente. Principalement lié à la déprise agricole. Donc on se retrouve quand même avec une surface forestière qui, à l'heure actuelle, augmente encore chaque année. D'accord. Et les essences d'arbres, est-ce qu'elles évoluent en raison de la crise climatique, du changement climatique? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on entend, qu'il y a une remontée des espèces vers le nord. Est-ce que les arbres marchent? Exactement. Alors, en effet, ça permet d'imager, mais on appelle ça la migration assistée. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'on remonte en gros des espèces que l'on retrouve des fois plus dans le sud, vers le nord. Mais généralement, le forestier il essaye surtout de faire avec ce qu'il a en forêt, c'est-à-dire utiliser la régénération naturelle. Mais des fois, quand ça ne suffit pas, c'est là qu'on fait appel à cette migration assistée, ou alors des fois même qu'on prend des essences pour planter du bassin méditerranéen avec des sapins de Turquie, par exemple, de Grèce. Voilà. Mais quand le forestier n'a plus réellement le choix et qu'il n'arrive pas à utiliser la régénération naturelle. Alors Jean-Marc Jancovici nous disait justement qu'il y a une évolution importante, ce n'est pas le seul, du climat, mais que les gens ne sont pas assez conscients. Ils sont conscients pour le sud de la France, parce qu'il y a des incendies irréguliers. Oui, tout à fait. Mais ils disent, les gens vont commencer à paniquer quand la forêt de Fontainebleau va prendre feu. Et on n'est pas si loin du temps où le risque va exister pour cette forêt. Est-ce que vous êtes aussi alarmiste que M. Jancovici ou pas encore? Alors, nous, quand même, dans notre métier, le but est d'apporter une surveillance à ces forêts-là. Et l'été, on réalise par exemple énormément de tournées de surveillance, de défense des forêts contre les incendies pour justement détecter les moindres petites fumées, les moindres petites flammes. Voilà, nous, ça reste quand même l'été aussi notre cœur de métier d'arriver à déterminer justement quels sont les risques incendies, comment on doit faire pour essayer de parer à cela, de prévenir aussi le public. On a une grosse mission de sensibilisation et de prévention du public pour expliquer concrètement les risques. Mais voilà, de toute façon, les risques, on va les avoir de plus en plus, c'est sûr. Je ne serai pas alarmiste, mais c'est sûr qu'avec des sécheresses estivales, comme on a déjà pu voir, oui, les forêts, il y a des risques, c'est sûr. Alors, il se fait que nous, à Fréquence Populaire, on aime bien l'ONF et des agents forestiers, parce que vous êtes les acteurs de la défense de ce patrimoine national que sont les forêts. Mais on a l'impression, parfois plus que l'impression, que les pouvoirs publics n'aident pas assez, ne mettent pas assez de moyens. Il y a des coupes budgétaires à cause des problèmes de budget que tout le monde a, mais que les eaux et forêts souffrent beaucoup des coupes budgétaires et du manque de moyens, et que les agents, parfois sur le terrain, ne sont pas assez reconnus et n'ont pas assez les outils. Est-ce que pour mener à bien leur travail de service public, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez ou alors vous pensez que ça va? C'est une bonne question. Malheureusement, je pense que j'ai pas assez de connaissances pour répondre réellement à cela, parce que moi, au final, en tant que technicien forestier territorial, je suis vraiment sur le terrain et vraiment, je suis un personnel de terrain. Justement, c'est parce que vous êtes sur le terrain que je vous pose la question. Est-ce que vous manquez de moyens ou ça va? De toute façon, je pourrais pas vous dire si je constate un impact ou quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir des aides de l'État. On l'a bien vu justement avec Monsieur Macron qui en a parlé par rapport aux plantations, par rapport à l'adaptation des forêts au changement climatique. On a quand même du budget aussi pour la défense des forêts contre les incendies. Donc on voit quand même qu'on a une certaine dynamique
importante pour la forêt et qu'on ne laisse pas la forêt comme ça ou qu'on l'abandonne pas. Et que justement, on voit très bien que elle est dans le cœur des Français, elle est dans le cœur de l'État aussi, et elle est très importante. Et pour tous les sujets, que ce soit justement la préservation de la faune et de la flore, l'accueil du public, plein de sujets différents. La forêt, elle est multifonctionnelle en France. Et c'est ce qui en fait qu'elle est si importante pour les Français aussi. Mais pas de manque de moyens. Mais je pourrais pas vous dire. Parce qu'on a rencontré des gens, des agriculteurs qui viennent de l'Aude. Ils nous ont dit, comme vous l'avez dit vous-même, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et il y a beaucoup de surfaces agricoles qui sont prises par des forêts. Et parfois, la forêt semble un peu plus sauvage qu'elle ne l'était il y a 10 ou 20 ans parce que il y a une emprise et pas assez ni assez d'agriculteurs, ni assez d'agents pour gérer la forêt, en fait, qui vit un peu sa vie de forêt. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est localisé? Alors, à l'heure actuelle, de toute façon, par rapport à toutes ces questions-là, ce que je peux dire par contre, c'est qu'il n'y a pas de suppression de postes de techniciens ou de terrain. Justement, l'ONF recrute et recrute énormément. Donc, si on regarde le site internet de l'ONF, on peut voir qu'il y a énormément d'offres d'emploi dans le domaine forestier. On a plus de 400 offres d'emploi par an. Enfin, c'est considérable. À l'heure actuelle, ce mois-ci, il y avait 25 postes de forestiers à pourvoir en France à l'heure actuelle. Donc, il y a quand même cette politique-là importante de recrutement. Il y a des départs en retraite, des choses comme ça. Donc, par rapport à ça, on n'abandonne pas la forêt. Comment on devient forestier? Alors, comment on devient forestier? C'est vrai, tout à fait. Donc moi, pour expliquer comment je suis devenu forestier assez rapidement, moi j'ai fait un bac technologique, un petit peu dans le milieu paysager, et après je suis parti avec un BTSA, donc technicien supérieur agricole, avec des stages à l'ONF, mais donc un BTSA gestion forestière. Okay. Et c'est vraiment là qu'on se spécialise, c'est là qu'on va apprendre à reconnaître toutes les essences, par les sylvicultures, le sol. Voilà, on voit toute la forêt. Et après, moi, j'avais continué avec une licence professionnelle conseiller forestier. Mais voilà, c'est surtout le BTSA gestion forestière qui permet d'ailleurs d'être forestier. Et après, comment on rentre à l'ONF, par exemple? Il suffit de regarder un petit peu les offres qu'il y a. On postule, on entretient et voilà. Il n'y a plus de concours. Avant, il y avait un concours pour rentrer à l'Office national des forêts. Il a été arrêté en 2017. Donc maintenant, on postule. Merci beaucoup, Flavien. Voilà, on sait qu'on a des auditeurs qui sont intéressés par les forêts, par les métiers de la forêt. Donc, il faut aller sur le site de l'ONF. Tout à fait. Voilà, il y a du recrutement. C'est un très très beau métier, c'est utile à tout le monde. Et merci pour ce que vous faites. Merci pour ce travail pour nos forêts. Et au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci Flavien. Bonjour, donc nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture et nous sommes avec Laurent qui représente donc France Silva, donc qui est les métiers du bois et la transformation du bois, si on peut dire ça comme ça. Alors, France Silva, c'est la fédération des syndicats qui regroupe tous les propriétaires forestiers en France. Tous les particuliers propriétaires de forêt sont invités à se regrouper dans des syndicats locaux et une fédération nationale qui les représente, donc au sein de l'interprofession et au sein de toute la filière forêt-bois. Oui. Alors, c'est vrai que quand on pense à l'exploitation des forêts, on pense aux meubles, on pense au papier, mais il y a d'autres utilisations du bois, comme la cellulose qui peut servir même jusqu'à l'armement, on va dire dans la nitrocellulose. Il y a un certain nombre de choses. On n'imagine pas le nombre de transformations possibles qu'il y a pour le bois. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est une filière en plein essor? Alors oui, c'est une filière. Cette filière, elle est très importante puisqu'évidemment, elle part de la graine et elle va jusqu'au meuble et à la deuxième transformation du bois dans les usages multiples de la vie. Notre société a besoin de beaucoup de bois. C'est une filière qui regroupe maintenant quasiment 420 000 personnes. Donc, elle a pris en une dizaine d'années plus de 40 000 emplois en plus dans la filière. Donc, c'est une filière qui se développe. Comme vous le dites, l'usage du bois se multiplie. Évidemment, il y a le bois d'œuvre qui est l'utilisation la plus noble du bois et dans la durée. Tout le monde pense à la cathédrale Notre-Dame, etc. C'est un exemple très connu, mais on voit du bois pendant 800 ans qui tiennent, etc. Mais il y a d'autres utilisations, comme le bois industrie, vous l'avez cité, ou bien également le bois énergie, qui fait également partie des solutions d'avenir pour notre société. Oui, vous parlez de l'exploitation de la biomasse pour des centrales qui, on va dire, utilisent du bois ou qui peuvent justement valoriser le bois en tant que
combustible, c'est ça? Alors oui, toute exploitation de sylviculture génère des coproduits, hein, des déchets, etc., qui peuvent être effectivement utilisés en tant que biomasse pour tout ce qui est énergie. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi assez méconnu. Il y a beaucoup dans cette filière-là, il y a beaucoup d'unités de production industrielle qui arrivent à être autosuffisantes énergétiquement, justement en récupérant. Coproduits. Exactement, tout à fait. Il y a un cercle vertueux de l'utilisation des coproduits pour que l'ensemble du bois, qui est le minimum de déchets, le minimum d'inutilisés, et que tout ça serve à tous les niveaux de la filière. Tout à fait. Et les gens qui sont souvent choqués du fait que on coupe du bois oublient que c'est une filière qui plante beaucoup aussi, puisque c'est du bois qui est fait pour la coupe. Alors, en France, on est un pays, comme dans beaucoup de domaines, très réglementé. Donc, il y a un code forestier, il y a un nombre de textes et de règlements très important. Donc, évidemment, en France, on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas couper du bois sans aucune conséquence. À partir du moment où il y a des coupes de bois, il y a des obligations de régénération qui peuvent être naturelles ou par plantation, les deux sont possibles, mais une obligation de maintenir le couvert forestier et de remettre en état, régénérer la forêt, la renouveler pour préparer l'avenir. Donc en France, il y a effectivement, et d'ailleurs on le sait, la forêt en France se développe d'un point de vue surfacique. Depuis 200 ans, la surface forestière en France a doublé. Donc c'est pour dire que la gestion durable des forêts est une gestion qui est vertueuse et qui permet à la fois de fournir du bois à la société, qui le demande. On est dans un stand où il y a beaucoup de bois, il y a du bois partout au salon de l'agriculture, et en même temps, il faut préserver l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, et donc il y a tout ce défi du renouvellement forestier dans un contexte de changement climatique qui n'est pas toujours simple, il faut être honnête, et qui demande beaucoup d'humilité aux forestiers, mais pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants aient également ces forêts autour d'eux. Alors on voit qu'il y a des pays qui avancent très vite justement sur l'industrialisation, la robotisation de cette filière-là. Où est-ce qu'on se situe justement en France? Alors en France, on travaille effectivement à essayer de moderniser nos outils. Par exemple, tout le système LIDAR qui permet d'avoir une vision satellitaire et ensuite d'avoir une vision affinée de nos forêts pour détecter par exemple des problèmes sanitaires, mais également pouvoir surveiller là encore un certain nombre de problématiques de déforestation ou de coups sauvages ou de choses comme ça. Donc on a un certain nombre d'outils qui existent et qui nous servent, en particulier satellitaires, mais enfin également par le biais de photos aériennes, etc. Alors on voit qu'il y a un marché mondial aussi qui devient très agressif, en particulier avec la Chine ou d'autres acteurs comme le Brésil qui poussent avec des méga exploitations, avec des pousses très rapides et des rendements assez importants. Comment nous, notre industrie, alors qu'on signe des traités de libre-échange un peu avec tout le monde, va pouvoir résister à ça? Oui, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le bois, il y a différentes essences. Et qu'en fonction des essences, on n'aura pas le même usage. Donc, quand vous parlez de certaines essences à renouvellement très rapide, on n'en fera absolument pas la même chose que nos chênes qui mettent 180 ans pour être un âge d'exploitabilité. Mais vous ne ferez jamais des tonneaux pour notre vin ou notre cognac avec des essences à pousse très rapide que vous pouvez rencontrer dans certains pays tropicaux. Et l'eucalyptus, par exemple. Et d'autre part, vous avez en France toute cette réglementation qui fait qu'on ne peut pas planter en France des espèces nouvelles n'importe comment. Tout doit être vérifié, autorisé, et c'est bien toute plantation suit un process de validation qui fait qu'on ne plantera pas n'importe quoi en France et qu'on essaye de planter avant tout nos essences françaises. Mais alors sur la balance commerciale aujourd'hui, on utilise plus notre production locale ou on importe quand même beaucoup? Alors actuellement, la balance commerciale en France, elle est pour la filière bois au sens très large du terme, c'est-à-dire jusqu'à l'ameublement, elle est déficitaire très largement. C'est une balance commerciale qui est à moins 10 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a, comme dans beaucoup de domaines en France, perdu nos petites industries locales. La désindustrialisation de nos territoires, c'est une réalité également dans le domaine de la filière bois. Et par exemple, en France, on ne construit presque plus de meubles. Donc la plupart des meubles qu'on achète en France, en bois ou en aggloméré, etc., c'est de l'importation. Et ça participe grandement. Deuxième point qui participe grandement à ce déficit, c'est tout ce qui est pâte à papier.
parce on ne produit pas énormément de pâte à papier en France et donc il y a un gros déficit dans ce domaine-là. Donc si on prend la filière au sens large, oui, il y a des importations, ce qui en creux montre aussi qu'on est raisonnable dans notre exploitation. Parce que si on apporte, c'est qu'on est quand même raisonnable et que il faut être conscient que par rapport à la production annuelle, la forêt qui tous les ans grandit aussi naturellement, on ne récolte que 60% de sa production annuelle. Donc on est en deçà, on est loin de la surexploitation, etc. Je comprends. Et pour vous, dans un avenir sur 10, 20 ans, comment vous voyez justement l'avenir de cette filière? Alors le grand défi de la filière, ça c'est clair, c'est l'adaptation au changement climatique et au dérèglement climatique. Donc, et ça demande beaucoup d'humilité parce que bien malin qui peut dire où on en sera exactement dans 20, 30, 50 ans. Il faut savoir que la forêt, on récolte le travail des générations précédentes et on travaille pour les générations futures. C'est la seule filière qui travaille dans un véritable temps long par rapport au reste des filières, agricoles ou autres. Et donc, savoir ce qu'il faut faire, on s'appuie beaucoup sur la recherche. Alors, il y a évidemment de la recherche par le biais de l'INRAE, mais également par le biais du CNPF avec sa partie recherche, mais également l'ONF. Et toutes ces recherches nous permettent d'évaluer, d'estimer, de se projeter dans les années à venir pour essayer de faire le meilleur choix possible pour adapter nos forêts progressivement et au changement climatique qui, lui, arrive à une vitesse beaucoup trop rapide pour l'adaptation naturelle de nos essences en France. Donc il y a un besoin d'agir pour accompagner nos forêts vers cette adaptation au changement climatique. Donc il y aura peut-être un changement d'essence justement, peut-être qu'il faudra adapter. Alors il y a certaines essences où on se rend compte et les projections sont assez claires. Par exemple le hêtre en France, tout le monde connaît le hêtre, c'est une essence majeure. On sait qu'il y a une partie du territoire où le hêtre, en l'état actuel des projections, ne pourra pas survivre d'ici 50 ans. Donc, il y aura des changements de paysage, des adaptations des essences peut-être un petit peu plus méridionales ou bien des essences peut-être un peu plus continentales qui acceptent des écarts de température importantes, etc. Donc, on fait des essais, on teste, nos scientifiques sont en train d'étudier tout ça, mais vous imaginez bien que, un, ça prend du temps, et deux, eh bien, ça demande de l'humilité parce que on n'est pas très... la courbe et la pente suivie par le changement climatique ou son dérèglement n'est pas gravé dans le marbre. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Et ben, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la filière du bois. Merci, monsieur. Nous sommes ici devant le Baltobus qui propose donc une aide solidaire dans le domaine vétérinaire pour les gens les plus précaires. Donc, on va voir comment ça marche puisque c'est une vraie clinique roulante avec cabinet, etc. Bon, mais écoutez, je vous en prie. Ok. Allez-y. Bonjour Anna, donc on est ici dans le Baltobus. En quoi ça consiste ce bus donc médicalisé? Alors donc ce dispositif, c'est un dispositif inédit en France. C'est un dispositif qui fait partie de la Fédération vétérinaire pour tous. La Fédération vétérinaire pour tous, c'est une fédération qui regroupe l'ensemble des actions de médecine vétérinaire solidaire en France, qui a été créée par la profession vétérinaire, par les 3 grandes institutions de la profession vétérinaire. Et donc ce dispositif, c'est un dispositif parmi d'autres, mais il permet de montrer nos actions de vacation solidaire, on appelle ça, c'est-à-dire nos actions auprès des animaux de personnes sans abri. Donc là, on a 2 espaces. On a effectivement un espace médicalisé, un espace vétérinaire, où on a tout le matériel nécessaire à faire une consultation, donc surtout de la médecine générale. Voilà, on peut faire des prises de sang, on peut faire des vaccins, on a un frigo. Le but, c'est d'avoir du matériel qui soit sécuritaire et de faire les consultations les plus normales possibles avec ce public-là. Et on a à côté un espace pour les travailleurs sociaux, donc un bureau. Et là, le but, c'est aussi de pouvoir prendre en charge le propriétaire en plus de l'animal. Et donc, les personnes, elles ont accès à un travailleur social, à un ordinateur pour pouvoir faire des dossiers de RSA, de CMU et qu'on puisse vraiment prendre ensemble ce duo homme-animal. Donc, c'est une double prise en charge, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Le but, c'est aussi de montrer que l'animal, ça nous permet de faire le lien. Nous, on est là, évidemment, pour prendre soin de l'animal, sur le point sanitaire aussi, des questions de santé publique, d'avoir des animaux vaccinés, identifiés. Mais finalement, on sait que ça va beaucoup plus loin que ça. Et que par l'animal, on peut aussi prendre soin du propriétaire. Donc, c'est vrai que c'est important de s'occuper, puisque vous avez parlé de la question de la santé publique.
et que ces animaux sont souvent le dernier lien social que la personne a avec le reste de la société. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est donc là, ce dispositif-là, effectivement, on est auprès des personnes sans abri. Nous, on agit aussi auprès des personnes plus démunies, d'un plus large public. Donc, on a ces vacations solidaires qui sont vraiment auprès des foyers sociaux ou des mairies. On est toujours sur un lieu fixe qui est prévu à l'avance. Mais on a aussi des actions au sein de nos cabinets vétérinaires et des actions de campagne de stérilisation. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir agir auprès d'un public plus large et de toutes ces personnes qui ont besoin de nous. Et est-ce que justement ce public qui parfois est en état de désocialisation, est-ce qu'ils arrivent à venir avec leurs animaux? Est-ce que justement vous êtes trop plein ou est-ce qu'il y a une difficulté de contact pour eux? Non, c'est assez facile justement par le fait d'être dans un lieu fixe et du coup d'être identifié. Et surtout, je pense, de travailler avec les acteurs sociaux. Ça nous permet vraiment d'avoir un maillage et finalement à l'avance que les équipes mobiles, donc notamment le SAMU social, la Croix-Rouge, puissent dire voilà, à telle date, vous allez avoir la présence de l'équipe vétérinaire à tel endroit, on prend des heures de rendez-vous. Et du coup, finalement, il y a quand même... non, on commence à être bien connus et je pense que c'est la force de travailler ensemble et aussi la force d'être une fédération qui regroupe l'ensemble des vétérinaires, c'est de pouvoir finalement avoir un maillage sur l'ensemble du territoire. Et qui finance tout ça? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on était financé par le plan France Relance, mais qui se termine cette année. Et du coup, justement, on va lancer une grande levée de fonds pour essayer de faire appel à la générosité du public, à la générosité des mécènes, parce qu'on veut absolument pouvoir continuer nos actions. Mais là, très honnêtement, il faut vraiment qu'on puisse trouver des financements plus pérennes. Alors, je vais vous poser une question plus large, mais vu le nombre d'animaux domestiques en France, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une sécurité sociale de l'animal domestique? Moi, en tout cas, je ne serais pas technique pour répondre à cette question. Je pense que ça prend en charge des choses beaucoup plus larges que simplement ce public-là. Par contre, il y a effectivement des systèmes de mutuelles qui existent pour les animaux, qui se développent de plus en plus. Mais c'est vrai que nous, là, sur cet aspect vraiment social, en fait, ça fait des années que les vétérinaires ils font des actes solidaires au sein de leur cabinet. Le but aussi de cette fédération, c'est de montrer que finalement, on en fait depuis longtemps et de pouvoir le quantifier. Et justement, peut-être aussi de pouvoir faire un appel au pouvoir public en disant, voilà, on a tant de personnes dans le besoin qui ont des animaux, parce qu'on a beaucoup de mal, encore une fois, à les quantifier. Et est-ce qu'il faudrait se poser des questions plus grandes que ça? Malgré une difficulté de quantifier ce public et à combien de gens ça s'adresse, est-ce que vous voyez plutôt une hausse de la demande ou une baisse, une stagnation? Je pense qu'on est effectivement sur une hausse de la demande aussi parce qu'on essaie d'élargir encore une fois nos prises en charge. Et donc, plus on va être connu et plus on voit cette demande qui augmente. Je pense qu'effectivement, on avait vraiment du mal, encore une fois, à quantifier surtout le nombre d'animaux dans la rue. C'est des personnes qui, comme vous le disiez, sont très exclues, souvent ne viennent plus dans les foyers sociaux. Et donc, si on n'a pas une hausse, on a en tout cas une prise en charge qui est de plus en plus large et sur laquelle il va falloir qu'on réponde de plus en plus fortement. Alors, on pense toujours aux chiens et aux chats, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux que ce public-là possède Alors oui, clairement, comme dans nos cabinets, on commence à avoir effectivement les nouveaux animaux de compagnie. Oui, tout à fait, on a des furets, on peut avoir des lapins. Finalement, peu importe l'animal, l'important c'est d'avoir ce lien. Et peu importe que ce soit un chien, un chat. Mais oui, on commence à en avoir de plus en plus. Je pensais que tu aurais demandé s'il y avait des canards. Non. Non, j'ai pas de canard. Mais je pense qu'il y en a qui doivent avoir des poules. Mais il n'y a pas de rats. Il y a pas de rats, par exemple, de gros rats. Mais moi, j'en ai pas tant que ça, en fait. Enfin, franchement. Parce que sur Paris, moi qui habite à côté de Montparnasse, on a des rats qui sont plus gros que les chats. Moi, ces actions, on les fait à Lyon. J'en ai vu, mais pas tant. Enfin, je pensais en voir plus, quoi. Je pensais avoir un peu plus. Ça doit être beaucoup de chiens, surtout. Ouais, c'est beaucoup de chiens. Et puis, c'est un peu l'importance aussi de ces actions. C'est aussi de déconstruire un peu les idées préconçues du grand public. Parce qu'il y a quand même... il y a des idées préconçues sur l'animal, il sert à pas se faire coffrer par les flics, etc. Il y a des idées préconçues qui sont pas complètement préconçues sur la maltraitance ou en tout cas de l'éducation plutôt négative que positive, mais c'est toute une éducation aussi. Il faut se rendre compte que c'est quand même un public qui a été souvent maltraité, qui a été à la rue petit, qui a subi des violences, qui connaît que la violence comme éducation. Et du coup, nous, on est aussi là pour conseiller. On n'est pas que là pour soigner finalement. Tout à fait. C'est pour ça que
je parlais de sécurité sociale, mais je pense ouais, que ça s'inscrit dans un cadre plus large Ouais, complètement. de service public. Vous Complètement. faites du service parapublic sans être un service public. Ouais. Donc- Non, mais la question, elle est hyper pertinente et c'est sûr qu'on se la pose. Mais en tout cas, elle est importante. Je pense que nos actions, pour moi, bon, elles sont récentes. Hein, ça fait que depuis 4 ans qu'on est fédéré comme ça. Je pense que l'important, c'est vraiment de montrer qu'effectivement, le vétérinaire, il a un rôle beaucoup plus large que seulement le soin à un animal individuel. Surtout qu'avec les risques pandémiques et Oui, bien sûr. l'épidémie, Complètement. c'est très important la vaccination, etc. On l'a vu avec la grippe aviaire, etc. Ouais. L'importance de la transmission par les animaux. Donc Mais complètement. Et la fédération, elle a aussi été financée pour s'occuper des animaux qui sont venus d'Ukraine. Et là, donc c'est un pays qui n'est pas indemne de rage. Hein. Donc il a fallu quand même faire des campagnes massives aussi de surveillance. Donc il y a vraiment un ensemble d'actions. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont venus. Alors je sais pas le nombre et je sais surtout pas la proportion par rapport au nombre de personnes en général, mais oui quand même. Donc des animaux qui viennent avec les réfugiés. Ouais. Donc Ouais. Il y a eu un statut qui a été accordé en fait pour parce que normalement on peut pas importer des animaux comme ça. Ouais. Et là il y a eu une dérogation effectivement pour l'importation de ces animaux-là. Donc il a fallu faire des surveillances, c'est du boulot pour le vétérinaire quoi. D'accord. Super. Bon, merci beaucoup. Alors là, nous sommes dans le pavillon 1, très célèbre pavillon 1 du Salon d'agriculture, là où Chirac allait tâter le cul des vaches. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des cochons, c'est magnifique. Et là, on a le panneau, le juste prix du lait. Alors, on a suivi aussi le salon sur d'autres médias, et en particulier un média que vous connaissez bien puisque vous le financez avec vos impôts. Il s'agit de Radio France et spécifiquement de France Info, qui a fait une interview d'un responsable de Sodial. Alors l'année dernière, avec la crise agricole, les très mauvais rapports que pouvaient avoir certains éleveurs, Lactalis n'est pas venu cette année. Il n'y a que Sodial. Alors là c'est pas Sodial, hein, mais c'est juste parce que c'est le juste prix. Or, je parle de cette interview qu'il y a eu sur France Info et où le journaliste n'a pas été très curieux et il s'est laissé répondre « Ah bah oui, Lactalis n'est pas là, mais nous on rémunère mieux nos agriculteurs ». Or, on l'a dit, l'un des problèmes, c'est la rémunération des agriculteurs et en particulier des éleveurs. Or, on nous dit quoi? Et on nous dit aussi que Sodial perd 6% de ses éleveurs par an, car 100% de ses éleveurs gagnent moins du SMIC. Pour un truc qui marche bien, c'est pas terrible, hein. Les éleveurs ne peuvent plus renouveler les bâtiments, donc ils ont recours au photovoltaïque ou à la méthanisation ou à des moyens de revenus parallèles. Ils ne peuvent plus renouveler le leasing, parce qu'en plus déjà ils sont ultra endettés, c'est parmi les agriculteurs qui sont le plus endettés, donc ils font du leasing. Et le foncier commence à être acheté par des investisseurs. Alors, ça serait intéressant de demander l'évolution sociale chez Sodial, parce qu'apparemment, sur 30 ans, ils payent même moins en moyenne que Lactalis. Alors, tout ça, hein, c'est des informations tout à fait accessibles que visiblement, France Info n'avait pas. Bon, hein, c'est juste qu'ils ont beaucoup d'argent et sûrement, ils n'ont pas le temps ni les moyens d'aller chercher ce genre d'informations. Voilà, et on nous rajoute, tout ce que je vous lis, hein, c'est de la part des éleveurs. Alors on va les poser ces questions à Sodial, mais on vous fait un petit topo au cas où ils ne répondraient pas. Les éleveurs Sodial produisent 30 fois plus qu'il y a 60 ans, et malgré ces gains de productivité, 30 fois plus, ils sont toujours aussi pauvres. Où est passée la valeur ajoutée? Pour rappel, sur 100 € dépensés, 6,5 € vont dans les poches des agriculteurs. Le travail de nos paysans n'est pas assez bien rémunéré. Alors, comme nous l'a dit Philippe Grégoire, qui lui-même est éleveur de vaches laitières, eh bien, le juste prix est payé à une infime partie des agriculteurs. Est-ce que ce juste prix est payé à l'ensemble des agriculteurs? Et comme vous l'avez vu dans ce reportage sur le salon d'agriculture, eh bien, souvent, ce sont les agriculteurs qui par eux-mêmes doivent trouver
les moyens de se rémunérer. Par exemple, les producteurs laitiers eh bien, font eux-mêmes leur yaourt qu'ils vont vendre sur des marchés et c'est l'un des seuls moyens qu'ils ont pour s'en sortir financièrement. Alors, on va demander à Sodial si il rémunère vraiment bien les agriculteurs qui travaillent pour cette multinationale. Allez, on y va. Spider-Man a bien changé. Hein. C'est pas sûr que les fils tiennent le coup, hein, accrochés au toit et au bâtiment de New York. Le gars, c'est une belle bête. Ah, il veut pas. Eh bien voilà, nous sommes devant le stand de Sodial et nous n'avons trouvé personne d'habilité à nous répondre. Ou plutôt, on a trouvé personne d'habilité à nous répondre. Alors, on a prévenu, c'est le topo que je vous ai fait, c'est la question de la rémunération des agriculteurs. Et peut-être qu'on n'est pas encore assez bon, il faudra qu'on demande à France Info comment est-ce qu'eux, ils ont trouvé quelqu'un habilité à leur répondre. Mais peut-être que les questions n'étaient pas de la même nature. En tout cas, voilà, c'est une coopérative qui visiblement n'a pas de meilleurs résultats que d'autres dans la rémunération des agriculteurs. Encore une fois, c'est le souci qui revient en premier lieu quand on parle à nos agriculteurs et même ici sur le salon, avec des agriculteurs qui, en off, eh bien, ont la langue qui se délie et la langue se délie toujours sur la même chose. Nous ne sommes pas assez payés pour le travail que l'on fournit et on peut bien les comprendre, en particulier les éleveurs, hein, les vaches laitières par exemple, ou même pas laitières, ne vont pas attendre que l'agriculteur parte en vacances ou en week-end. C'est 7 jours sur 7, toute l'année, beaucoup de travail. Tout ça pour avoir un taux de pauvreté qui est supérieur à celui dans l'ensemble des Français. C'est assez désagréable, ça fait partie des aspects un peu tragiques de ce salon. Donc voilà, Sodial n'a pas trouvé de personnes habilitées. On tentera l'année prochaine. Et bien voilà, nous sommes dimanche 2 mars, dernier jour de ce salon de l'agriculture. On a essayé de vous le faire vivre un peu en allant dans ces travées, en rencontrant les agriculteurs et en apportant un éclairage sur un monde agricole qui, malgré, encore une fois, la beauté de ce salon, le côté sympathique, agréable des gens qu'on rencontre, des produits que l'on prend. Vous me voyez un peu souriant parce que bon, le rhum et le cognac coulent à flot, coulent à flot très très tôt ici. C'est une des particularités sympathiques du salon. Certains jeunes le savent vers 17h, 18h. On n'a pas voulu filmer ça, mais c'est assez amusant pour ceux qui ne connaissent pas. Bref, malgré les côtés très sympathiques de ce salon, qui est une réussite, c'est quand même un monde agricole en grande difficulté qu'on a vu avec des acteurs qui essaient de lutter contre des normes, en particulier européennes, très très pénibles, alors que cette même Union européenne, la Commission européenne, eh bien, n'hésite pas à s'aborder ce monde agricole qu'elle pressure bureaucratiquement en signant des traités de libre-échange qui favorisent l'agro-business transnational au détriment des producteurs ici, mais aussi là-bas. Également les pressions environnementales, les pressions symboliques de ceux qui détestent le monde agricole, pourtant essentiel, car si on ne mange pas, on ne vit pas. Alors, c'est un salon en demi-teinte, car on a en même temps ces réussites et cette fragilité, cette détresse que l'on ressent parfois, même ici au salon des expositions à Paris, porte de Versailles. Alors, si vous avez aimé ce que nous avons fait,
eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important, de partager. En particulier, on attend les commentaires de nos amis agriculteurs. Voilà, si vous voulez également que nous mettions le focus sur eh bien, telle ou telle production, telle ou telle ferme, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou par email et nous nous ferons un plaisir de venir à votre rencontre. Voilà, ce salon se termine. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres aventures de Fréquences Populaires.